La guerre de Troie, un mythe universel, chanté par le plus ancien poète connu, Homère. Une guerre de 10 ans avec ses héros légendaires, Hélène, Agamemnon, Priam, Hector, Ulysse ou Achille. C'est le récit universel de la tragédie de la guerre. Suicide, colère, drame, deuil, toutes ces émotions sont les mêmes que celles que nous pouvons voir chaque jour à la télévision. En 1870, Heinrich Schliemann, un archéologue allemand, entreprend le premier de fouiller la colline d'Isarlik en Turquie et identifie formellement les ruines qu'il y découvre en s'appuyant uniquement sur les indications du texte d'Homère. Ce qu'il a trouvé, c'est la mythique cité de Troie. Il cherchait spécifiquement la Troie d'Homère. C'était son rêve d'enfant. Il n'avait que 2 références, les textes classiques et sa propre imagination. Mais la cité de Troie a-t-elle réellement existé? Les poèmes d'Homère décriraient-ils une réalité historique? Des générations d'archéologues se sont succédés ici à la recherche des preuves qui pourraient résoudre l'énigme troyenne. Une quête qui se poursuit aujourd'hui encore grâce aux dernières évolutions technologiques. Aujourd'hui, en 2 heures de drone, vous cartographiez tout le site en 3D. Mais le mystère de la guerre de Troie pourrait aussi être résolu grâce à des découvertes récentes faites de l'autre côté de la mer Égée, en Grèce. En 2018, l'archéologue Elena Korka fait une incroyable découverte. Les vestiges d'une autre cité mythique dont la légende veut qu'elle ait été fondée par les derniers Troyens, Ténéa. C'est le moment de la révélation. La guerre de Troie a-t-elle vraiment eu lieu? Que sont devenus les Troyens survivants? Quels indices l'archéologie moderne peut-elle encore révéler? Autant de questions dont les réponses se cachent dans les sols de Grèce et de Turquie. Selon Homère, c'est par la mer que les Grecs sont arrivés à Troie. Une flotte de 1000 vaisseaux, chacun abritant dans ses flancs des dizaines de guerriers armés de bronze et d'airain, qui ont débarqué sur une côte qui ressemblait probablement à celle-là. Nous sommes sur les rives turques de la mer Égée, dans le détroit des Dardanelles, aux confins de l'Europe et de l'Asie. Un verrou stratégique posé entre 2 mondes, à quelques encablures des îles grecques les plus orientales. Quelques kilomètres à l'intérieur des terres se dresse une colline. La colline d'Isarlik. Au sommet, les ruines d'une citadelle antique. Tout autour, les traces des fouilles menées par les équipes d'archéologues qui se succèdent sur les flancs de cette colline depuis près d'1 siècle et demi. Des archéologues qui, tous, ont cherché ici sans relâche le même Graal. La preuve incontestable que la guerre de Troie a bien eu lieu. Une guerre racontée ainsi dans l'Iliade et l'Odyssée. Paris, un prince troyen, séduit et enlève Hélène, l'épouse de Ménélas, roi de Sparte. Celui-ci réclame vengeance et entraîne une coalition de rois grecs à l'assaut de Troie, sous la direction d'Agamemnon, son frère, roi de Mycène. Le siège de la cité dure 10 ans, ponctué de combats épiques au pied des murailles, sans que les Grecs ne réussissent à les franchir. Pour y parvenir, ils dissimulent des guerriers à l'intérieur d'un gigantesque cheval de bois, que les Troyens, croyant à une offrande aux dieux, tirent eux-mêmes jusque dans leurs murs. Cette guerre légendaire, nous ne la connaissons que grâce aux vers immortels des poèmes d'Homère. Déesse, viens chanter l'affreux courroux d'Achille.
qui jeta chez Pluton tant d'âmes de héros, livrant leur corps en proie aux chiens et aux oiseaux. La guerre de Troie est un horizon indépassable de la manière dont les Grecs de l'époque classique comprennent leur propre histoire ancienne. Donc là, c'est la fin de l'âge des héros. Et après, Zeus a cessé de s'unir aux mortels, donc de faire des demi-dieux, c'est fini. Donc c'est une société strictement humaine. Les Grecs de l'époque classique connaissent le Homère par cœur. Depuis qu'Homère a chanté cette épopée il y a près de 3 millénaires, ces héros ont inspiré une pléiade de poètes, de sculpteurs, de peintres, de musiciens. Agamemnon, roi de Mycène et chef de la coalition des Grecs. Son frère Ménélas, époux malheureux de la belle Hélène. À leur côté, les rois et les héros de la Grèce, Ulysse, Ajax, Nestor. Et les surpassant tous, le divin Achille, incarnation de toutes les vertus célébrées par les Grecs antiques. En face, Priam, roi de Troie, ses fils Paris et Hector, le préféré des dieux. Et des dizaines de princes guerriers comme Énée, enfantés par la déesse Aphrodite. L'Iliade, c'est le récit par excellence de la tragédie universelle de la guerre. Le récit de tout ce que les gens perdent en temps de guerre. Et ce sont des sujets qui conservent toute leur actualité, évidemment. Parce que comme on l'a vu au cours des 20 dernières années, avec les guerres d'Irak ou d'Afghanistan, tout ce qu'ont expérimenté les guerriers chantés par Homère, le suicide, la colère, le drame, le deuil, toutes ces émotions sont les mêmes que celles que nous pouvons voir chaque jour à la télévision. C'est sans doute pour cela que durant des siècles, l'emplacement exact de la cité troyenne a été l'objet de toutes les spéculations, poussant une longue liste d'aventuriers, de géographes et enfin d'archéologues à se lancer dans une quête acharnée des vestiges laissés par les héros homériques. Je suis convaincu, comme beaucoup de mes collègues, qu'il y a des éléments véridiques dans l'histoire de l'Iliade. On ne pourra évidemment pas reconstituer archéologiquement l'affrontement d'Achille et d'Hector. Mais nous pouvons vérifier que les indications topographiques, les descriptions de paysages de l'Iliade sont cohérentes avec ce que nous trouvons. Ces indications topographiques contenues dans l'Iliade, ce sont précisément celles qui, en 1870, ont guidé le découvreur officiel du site de Troie, Heinrich Schliemann. Schliemann, pourtant, n'est pas un archéologue. Schliemann est un homme d'affaires qui a été très doué. On le trouve en Californie au moment de la ruée vers l'or. Il aurait fait fortune sur des fournitures de guerre pendant la guerre de Crimée, etc. Mais de fait, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui parle plusieurs langues. Et en ce sens, c'est aussi un homme de son époque. Depuis son enfance, Heinrich Schliemann est fasciné par le récit de l'Iliade, dont son père lui lisait chaque soir un extrait. Il peut réciter par cœur le poème d'Homère, en grec et en allemand. Et il est convaincu que ce texte contient toutes les informations nécessaires pour retrouver la cité mythique. Lorsque Schliemann débarque en Turquie, son exemplaire de l'Iliade en main, il arpente d'abord la région à la recherche d'éléments pouvant concorder avec le récit d'Homère. On lui indique une colline, la colline d'Issarlik, sur laquelle une première tentative de fouille a révélé des restes de poterie. Pour lui, aucun doute, c'est là que se tenait la fière citadelle de Troie. Un siècle et demi plus tard, la colline d'Issarlik continue de passionner les archéologues. Désormais, c'est le professeur Rustem Aslan qui dirige les fouilles à Issarlik. Vous savez, d'après le poète romain Lucain, qui a décrit la visite de Jules César à Troie, celui-ci aurait dit « Il n'y a ici que des ruines, mais chaque pierre est une histoire. » Rustem explore cette colline depuis plus de 30 ans.
Pour lui, comme pour Schliemann, toute la région est comme imprégnée des mythes antiques. Quelle que soit la direction où se porte le regard, Homère est partout. Ici, c'est un tumulus, dont la tradition dit qu'il fut le tombeau d'Achille. Là, en contrebas, la plaine où les guerriers grecs auraient dressé leur camp. Ce ne sont que des légendes locales, mais d'autres éléments bien plus tangibles portent l'écho des batailles de l'Iliade. Si on regarde au loin, on distingue à l'horizon les contours de l'île que l'on retrouve dans l'Iliade, sous le nom de Ténédos. Le cours d'eau que l'on voit entre nous et la côte, c'est le Scamandre, le fleuve décrit par Homère. Toute la topographie correspond exactement à celle décrite par Homère dans son récit de la guerre de Troie. Toutes ces similitudes topographiques forgent la conviction d'Heinrich Schliemann que Troie est bien là, quelque part sous ses pieds. Un détail pourtant lui pose problème. La mer, qui est beaucoup plus loin d'Issarlik qu'elle ne l'était de Troie, selon Homère. La Troie de l'Iliade est une ville côtière, que les Grecs voient de leurs bateaux avant d'accoster sur le rivage. Et les Troyens peuvent contempler depuis leurs murs les 1000 vaisseaux de la flotte grecque venus porter le fer et le feu dans leur cité. Or, la colline d'Issarlik se trouve aujourd'hui à 7 km à l'intérieur des terres. On ne peut pas la voir depuis le rivage, et même depuis son sommet, on ne distingue qu'à peine la mer. Comment expliquer cette différence ? Pour le comprendre, il faut faire appel à une discipline scientifique méconnue, la paléogéographie, c'est-à-dire l'étude de la composition des sols anciens. Dans les années 90, une équipe de géologues a effectué des dizaines de carottages dans les champs qui s'étendent aujourd'hui entre Issarlik et la mer. Et ils y ont découvert des quantités de coquillages. Preuve qu'aux époques anciennes, la mer s'avançait ici beaucoup plus à l'intérieur des terres. Lors de la fondation de la ville, aux environs de 3000 avant Jésus-Christ, la mer arrivait jusqu'ici, au pied des murailles de la cité, comme l'ont montré les études paléogéographiques. Et d'après ces mêmes études, nous savons qu'à la fin de l'âge de bronze, vers 1200 avant Jésus-Christ, la mer arrivait jusqu'à la moitié de cette plaine. Dans l'Antiquité ancienne, la cité découverte sur la colline d'Issarlik était bien une ville côtière. Mais comment expliquer que cette côte ait pu reculer de 7 km? La réponse, cette fois, est à chercher dans les textes antiques. Reyhan Korpe est archéologue et professeur à l'université de Çanakkale, la plus proche d'Issarlik. Comme Rustem Aslan, il a participé à de nombreuses campagnes de fouilles. Il s'est aussi particulièrement intéressé à la topographie des environs du site. Nous sommes ici sur les rives du Scamandre. C'est un des éléments les plus importants de la topographie troyenne. À l'ouest, on a la mer Égée, et juste à l'est, la cité de la colline d'Issarlik. Or, ce fleuve est le repère le plus fréquemment mentionné dans l'Iliade. Et les auteurs antiques qui sont venus ici ont tous pris ce cours d'eau comme point de repère pour situer Troie. Parmi ces auteurs antiques, le géographe grec Strabon, qui au 1er siècle avant Jésus-Christ remarque déjà que la côte est trop éloignée pour correspondre à la description d'Homère. Trop éloignée, mais moins qu'aujourd'hui. 2 km de moins. L'explication est en fait très simple. Le cours du Scamandre charrie des alluvions depuis les montagnes où il prend sa source et vient les déverser dans la mer. Au fil des siècles, jour après jour, ces alluvions ont fini par combler la baie qui s'étendait au pied de la cité troyenne.
Malgré cette différence notable entre la configuration actuelle du site d'Isarlik et les descriptions de l'Iliade, c'est bien la topographie particulière des environs qui a d'abord conduit Schliemann et ses successeurs à s'intéresser à cette colline. Tous, à leur manière, ont été des pionniers. Et tous ont contribué à faire de ce site l'un des plus extraordinaires laboratoires de l'archéologie moderne. Après Schliemann, c'est son assistant, Wilhelm Dörpfeld, qui reprend le flambeau et pose les bases des études stratigraphiques. C'est ensuite l'Américain Carl Blegen qui travaille sur le site à partir des années 30 et jusque dans les années 50. Il est le tout premier archéologue à filmer des fouilles et à utiliser la photographie de manière systématique. Enfin, c'est l'archéologue allemand Manfred Korfmann qui fouille à Isarlik entre 1988 et 2005. Il sera parmi les premiers à utiliser la résonance magnétique et la géologie au bénéfice de l'archéologie. Depuis sa découverte en 1870, cette colline est le site archéologique le plus fouillé d'Asie mineure. Mais il y a un revers à la médaille. Ces fouilles successives ont profondément bouleversé l'apparence originelle du site, au détriment parfois de la conservation des vestiges. La colline a été rabotée, creusée, éventrée. À l'origine, son sommet se trouvait 15 mètres plus haut. Quand vous vous promenez à travers les ruines de Troie, vous pouvez constater à quel point les lieux ont été façonnés par les fouilles précédentes, tout autant que par les habitants antiques. Tous les monticules que vous voyez, tous les remblais que vous voyez, ça n'est pas la configuration d'origine. C'est une configuration qui a été bouleversée par les archéologues qui se sont succédés. Gert Jan est archéologue et professeur à l'Université d'Amsterdam. Sa spécialité, c'est l'archéologie de l'archéologie. Une discipline émergente qui cherche à retracer les évolutions qui, peu à peu, ont fait de l'archéologie une science à part entière. Avec un intérêt tout particulier pour les archéologues qui se sont succédés à Isarlik. Comment ont-ils travaillé? Comment ont-ils développé leur méthodologie? Comment sont-ils arrivés à leurs conclusions? En s'appuyant sur les mêmes éléments, mais en utilisant des méthodes différentes, ces gens avaient tous la même préoccupation. Comment cette cité, ces vestiges archéologiques, peuvent-ils être reliés à la Troie mythique d'Homère? Une obsession troyenne qui a pu parfois égarer ces brillants archéologues. Et Heinrich Schliemann, le premier. Au sein de l'équipe de Gert Jan, Vita Gerritsen est la spécialiste de Schliemann. 2 années de suite, elle s'est rendue à Isarlik pour examiner les remblais des fouilles menées par celui-ci à partir de 1870. Il cherchait spécifiquement la Troie d'Homère. C'était son rêve d'enfant. Il espérait donc trouver des palais brûlés. Et il voulait trouver des traces de violence, de guerre, de cette grandeur qui devait caractériser l'époque de Priam et la période troyenne, telle qu'on peut la lire dans Homère. Schliemann dispose d'une considérable fortune personnelle qu'il utilise pour financer ses recherches. Il engage près de 200 terrassiers turcs qui, 3 années durant, éventrent la colline sur une profondeur de plusieurs dizaines de mètres, à la recherche de la grandeur troyenne. En réalité, l'Iliade n'est pas un guide touristique. Mais Schliemann l'a utilisé comme un guide touristique. Et donc, il a très vite considéré qu'il avait identifié différents endroits qui étaient cités dans l'Iliade. Par exemple, il affirme « c'est de cet endroit précis qu'Hélène a observé le combat entre Achille et Hector ». Or, en fait, c'est impossible à dire.
Pourtant, au début de l'été 1873, il exhume un trésor de bijoux remarquablement conservés. Des diadèmes, des pendentifs, des colliers d'une incroyable finesse, ciselés dans l'or pur. Pour la postérité, il fait poser son épouse parée, telle la belle Hélène, de ce qu'il pense être le trésor perdu du roi Priam. Pour lui, un fantastique trésor au milieu de Troie, c'est forcément le trésor de Priam. Et c'est une tendance dont il ne s'est jamais défait, celle de donner des sortes d'étiquettes publicitaires à ses plus grandes découvertes. Il donne aux objets les plus symboliques de ces découvertes des noms qui font référence aux héros de la guerre de Troie. Schliemann a-t-il vraiment trouvé ce qu'il espérait ? Ou bien s'est-il laissé aveugler par ses certitudes? Et dans ce cas, comment être sûr que les ruines d'Issarlik sont bien celles de Troie? Il faudra plus d'un siècle pour que cette énigme soit définitivement résolue. Et la solution viendra de vestiges beaucoup plus récents que les poèmes d'Homère. Des vestiges romains découverts à Issarlik. C'est ici, au musée de Troie, à quelques centaines de mètres du site archéologique, qu'est conservée la plupart des trésors exhumés sur la fameuse colline. Quand on vient me demander si la guerre de Troie a bien eu lieu, si je suis sûr qu'elle s'est bien déroulée ici, je réponds, j'ai la voix de Schliemann dans une oreille et celle d'Homère dans l'autre. Rustem Aslan se rend aujourd'hui au musée sur l'invitation de Ridvan Gülkük, le directeur, qui souhaite des éclaircissements sur certains objets. Et en particulier sur cette statue de l'empereur romain Hadrien. D'après ce que l'on sait, ce n'est pas une représentation très fidèle d'Hadrien. Le sculpteur était assez médiocre. Auguste, lui, est bien mieux réussi. Les matériaux utilisés et les techniques mises en œuvre sont bien supérieurs. Mais ce n'est pas le talent de leurs sculpteurs qui rendent ces deux statues inestimables. C'est le fait que leur découverte a permis de confirmer formellement que la cité enfouie sous la colline d'Issarlik était bien Troie. Cette découverte, c'est au professeur Brian Rose qu'on la doit. Au cours de toutes mes années de fouilles à Troie, j'ai fait deux découvertes que j'aime particulièrement. Une représentation de l'empereur Auguste, qui a régné à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et un buste de l'empereur Hadrien qui a régné au début du 2e siècle après Jésus-Christ. J'ai trouvé le portrait d'Auguste en 1997 et la statue d'Hadrien en 1993, et tous les deux ont été trouvés le jour même de mon anniversaire, ce qui pour moi était un cadeau des dieux. Ryan Kerpé faisait lui aussi partie de l'équipe d'archéologues qui a exhumé ces statues à l'intérieur de ce théâtre. Lorsque nous les avons découvertes, elles étaient accompagnées d'inscriptions gravées qui indiquaient que chacune de ces statues avait été offerte par un de ces deux empereurs. Pourquoi un empereur romain offrirait-il une statue à une petite ville perdue au bout de la mer Égée? La réponse se trouve dans les chroniques romaines du règne d'Hadrien. On peut y lire que cet empereur avait pour habitude d'offrir une statue à son effigie aux villes qu'il visitait et qu'il serait venu dans cette région en 124 après Jésus-Christ, dans une ville du nom d'Ilium. Pour les archéologues, c'est la preuve qui leur manquait. Les ruines d'Issarlik sont donc de façon certaine celles d'Ilium. Or, le nom d'Ilium est la traduction en latin du grec Ilion. Ilion, un autre nom utilisé par Homère pour désigner la ville de Troie. Ilion, qui a donné son nom à l'Iliade.
Au cours de la période romaine et aussi de la période hellénistique, c'est-à-dire le 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, Ilium était une destination très touristique. Les gens y venaient pour voir l'endroit où l'on pensait que la guerre de Troie avait eu lieu. Les empereurs, s'ils en avaient l'occasion, se rendaient à Troie comme une sorte de pèlerinage. Nous savons qu'Auguste est allé à Troie, nous savons qu'Adrien est allé à Troie. C'est donc une preuve tangible supplémentaire de leur présence sur le site. Si la guerre de Troie a bien eu lieu, c'est donc à coup sûr ici qu'elle s'est déroulée. Mais cela suffit-il à démontrer que cette guerre a effectivement eu lieu? Dans l'Antiquité, les gens étaient convaincus que ce site était bien la Troie d'Homère. Mais est-ce que cette histoire a toujours été liée à ce site? Ou est-ce que des colons grecs arrivés plus tardivement l'ont amené avec eux pour revendiquer ce territoire? Les plus anciens bâtiments découverts à Isarlik ont été construits vers 3000 avant notre ère. Les plus récents vers 200 après Jésus-Christ, un écart de plus de 3000 ans. Et des vestiges souvent difficiles à distinguer les uns des autres. C'est ce qu'on appelle un tel. C'est une colline formée par l'accumulation des couches archéologiques, mais la complexité de l'accumulation fait que le site de Troie est d'une approche exceptionnellement complexe. Le meilleur exemple de cette complexité, c'est sans doute le bastion nord-est de la citadelle. Cet angle de muraille impressionnant date de 1500 avant Jésus-Christ. À l'époque, il était vraisemblablement surmonté par des murs de briques et s'élevait 4 à 5 mètres plus haut. Mais l'escalier que l'on voit sur la droite est plus ancien d'1 millénaire. Et le pan de muraille qui part à angle droit sur la gauche a été construit à l'époque hellénistique, soit 1200 ans après l'angle du bastion. Le premier archéologue à avoir pris conscience de cet enchevêtrement de vestiges et d'époques, c'est Wilhelm Dörpfeld. La contribution de Dörpfeld, c'est les yeux d'un architecte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit précisément comment les murs se succèdent, comment ils s'entremêlent aussi, et qui peut du coup définir beaucoup plus clairement que Schliemann ne le faisait lui-même, la succession des différentes phases. Il a fait des dessins méticuleux de tous les murs et bâtiments que Schliemann et lui-même avaient découverts. Et nous nous appuyons toujours beaucoup sur ces dessins. Ils étaient parmi les meilleurs qui aient été faits à la fin du 19e siècle. Ceci est le plan réalisé par Wilhelm Dörpfeld après ses fouilles de 1893, sur lequel il a mis en place un code couleur par période, qui est désormais devenu standard. Donc, les différentes couches, les différentes époques de Troie sont chacune représentées par une couleur différente. La première strate, la plus ancienne, est en brun. Et nous ne la distinguons qu'ici, c'est la tranchée de Schliemann. La strate de l'âge du bronze tardif est en rouge. Et on peut voir que la citadelle est bien plus large sur cette strate. Enfin, la couleur bleue indique les vestiges des périodes grecques et romaines, à l'époque où il y avait le grand temple d'Athéna sur le site. Et ce code couleur est encore celui utilisé par les musées, par exemple, et dans toutes les publications, y compris les prospectus pour les touristes. Ce qu'a démontré Dörpfeld grâce à cette carte, c'est qu'il n'y a pas une, mais bien 9 cités superposées sous la colline d'Isarlik. La plus ancienne remonte à la fin de la préhistoire, il y a près de 5000 ans. Elle est désignée sous le nom de Troie 1. La plus récente, l'Ilium des Romains, a moins de 2000 ans. C'est Troie 9. Celle que Schliemann a découverte est Troie 2. Elle a été bâtie vers 2500 avant Jésus-Christ.
Schliemann a été l'un des premiers à réaliser que si toutes ces couches étaient disposées les unes au-dessus des autres, ça signifiait que celle du dessus était plus récente que celle du dessous. Il a donc creusé toujours plus profond, jusqu'à atteindre une couche qui semblait similaire à ce qu'il imaginait, à ce dont il rêvait depuis l'enfance. Mais comment savoir s'il s'agit bien de la Troie, théâtre des événements de l'Iliade? Comment être sûr qu'Heinrich Schliemann a bien atteint la couche stratigraphique qu'il cherchait? La caractéristique la plus difficile des fouilles à Troie, je dirais, est le fait que dans certaines parties du monticule, en creusant sur une cinquantaine de centimètres, vous pouvez traverser d'un coup 3000 ans d'histoire. Dans d'autres parties, en creusant sur 4 ou 5 mètres, vous n'aurez creusé qu'un siècle d'histoire. Pendant les fouilles, il y a eu de nombreuses fois où je ne savais pas si j'étais au 6e, au 8e, au 10e ou au 12e siècle avant Jésus-Christ. La datation de leur découverte, c'est l'obsession des archéologues. C'est la première question qu'ils se posent, celle qui donne un sens aux traces des drames du passé que révèlent les fouilles. En ce qui concerne la datation de ces couches, nous nous appuyons sur 2 techniques. La première est le carbone 14, que nous pouvons utiliser pour dater les graines et le bois carbonisé que nous trouvons dans les couches de destruction. L'autre est la poterie, parce que la poterie est très caractéristique. À partir d'un simple fragment de poterie, l'œil exercé de l'archéologue sait reconnaître les différences parfois infimes de fabrication, d'épaisseur, de matériaux. Chaque zone géographique, chaque époque a ainsi sa propre signature. Regardez. On voit qu'il y a une grande concentration de débris de poterie qui datent de l'âge du bronze tardif. C'est ce que font les archéologues. Vous faites une fouille, vous trouvez les différentes couches et vous notez quel type de poterie est trouvé dans chaque couche. La poterie, c'est le matériau de référence par excellence pour la datation topologique. Au milieu des années 90, Rustem Aslan découvre de nombreux fragments de poterie à 7 endroits précis de la citadelle. Des puits qui alimentaient probablement la ville en eau, appartenant à la 6e couche. Les fouilles menées ici sont sans doute parmi les plus importantes en ce qui concerne la guerre de Troie. Tout est parti de ces puits. Nous avons constaté qu'ils avaient été abandonnés subitement, qu'ils n'avaient plus été entretenus depuis une période très ancienne, ce qui évoquait pour nous une possible prise de la citadelle à la suite d'une défaite militaire. Cette défaite pourrait-elle être celle que décrit l'Iliade? Dans ce cas, en déterminant le moment où ces puits ont été abandonnés, on saurait à quelle époque s'est déroulée la guerre de Troie. Grâce aux restes de poterie trouvés ici, nous avons estimé que cet abandon avait dû se produire vers 1200 avant Jésus-Christ. Cette date a été confirmée par des tests au carbone 14 effectués en parallèle. Et ainsi, nous avons pu dater des traces de destruction déjà découvertes à d'autres endroits de la citadelle. Ces autres endroits marqués par des traces de destruction, ce sont d'autres vestiges appartenant à la même couche stratigraphique que les puits. La couche 3-6. Parmi ces vestiges, ce bâtiment, l'un des plus impressionnants d'Isarlik. Ce bâtiment, que nous appelons Pillar House, était un des plus grands palais de la citadelle. Sa construction s'est étendue sur plusieurs époques, et on peut imaginer qu'il comptait au moins 2 étages. Comme la plupart des bâtiments des couches 6 et 7, la Pillar House était construite sur des fondations de pierre, ses murs épais et inclinés s'élevant jusqu'au premier étage. Au-dessus, les étages supérieurs étaient constitués d'une structure en bois dont il ne reste rien, et qui était peut-être recouverte d'un stuc peint. C'est l'archéologue américain Carl Blegen qui a mis au jour cet édifice lors de ses campagnes de fouilles des années 30.
Blegen, comme Schliemann et Dörpfeld, est un pionnier. Il photographie systématiquement chacune de ses découvertes. Et le premier filme ses fouilles pour compléter ses comptes rendus écrits. Carl Blegen a contribué à l'avènement de l'archéologie moderne. Il ne se contentait pas de regarder les bâtiments. Il essayait de faire une reconstitution complète de la vie sur le site, en particulier pendant l'âge du bronze et l'âge de fer. Il s'est intéressé aux graines qu'il a trouvées, aux graines carbonisées comme indication de l'environnement, aux ossements d'animaux comme indication du régime alimentaire, de la malnutrition ou des coutumes sacrificielles, et enfin aux os humains. Lorsqu'il dégage ces murs colossaux, Blegen identifie très clairement des traces de suie sur certaines pierres. Il en déduit que les étages supérieurs, construits en bois, ont sûrement été détruits par un incendie. Il fait ensuite une autre découverte à proximité du palais. Une découverte qui pourrait relier l'incendie de la Pillar House à la chute de Troie. Lors de ses fouilles en 1932 et 1938, Blegen découvre quelques squelettes sans sépulture et des pointes de flèches. Il les découvre ici, au milieu de ce chemin, à l'entrée du plus grand palais de Troie, la Pillar House. Et comme il a déjà découvert des traces d'incendie à proximité, sur les mêmes couches, il interprète ces découvertes comme la preuve archéologique ultime que la guerre de Troie a bien eu lieu. Mais à l'époque de Blegen, les techniques de datation au carbone 14 n'ont pas encore été inventées. Et l'état des connaissances en matière de céramique ne lui permet pas de dater précisément ces découvertes. Il faudra pour cela attendre les datations effectuées par Rustem Aslan sur les puits plusieurs décennies plus tard. Elles établissent avec certitude que c'est autour de 1200 avant Jésus-Christ qu'ont eu lieu les combats destructeurs et l'incendie autour de la Pillar House, à l'intérieur de la citadelle de Troie. Mais Carl Blegen, en se fondant sur ces seuls indices, n'aurait-il pas conclu un peu vite que la guerre de Troie avait bien eu lieu? La connexion entre ce site archéologique et la Troie d'Homère est tellement fascinante que les gens en deviennent tous plus ou moins accros. Blegen, par exemple, démarre sur une approche purement archéologique. Il ne s'intéresse qu'aux vestiges matériels, et pas à Homère, ni à Virgile, ni à la guerre de Troie. Mais plus le temps passe, plus il devient passionné par ces connexions entre le mythe et le site. Un mythe qui ne dit rien de la période à laquelle se serait déroulée la guerre de Troie. Mais certains textes antiques nous donnent des indices. L'historien grec Hérodote, par exemple, écrit au 5e siècle avant notre ère. Il estime que les événements racontés dans l'Iliade se sont déroulés 800 ans avant sa naissance. Pour Hérodote, la guerre de Troie aurait donc eu lieu au 12e ou au 13e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui correspond avec les datations des traces de destruction effectuées par les archéologues à Isarlik. Enfin, si le texte d'Homère ne contient pas d'informations chronologiques précises, il donne toutefois des indices que la science moderne est à même de déchiffrer. Homère décrit plusieurs phénomènes naturels, qu'il comprend comme des signes des dieux, de leur colère ou de leur soutien. Le plus marquant décrit très probablement une éclipse totale de soleil. Or, l'astronomie moderne permet aujourd'hui de dater les phénomènes célestes comme le passage des comètes ou les éclipses survenus dans le passé, ainsi que de déterminer les endroits de la surface terrestre d'où ces phénomènes étaient visibles. Une seule éclipse, sur une période d'1 siècle, pourrait coïncider à la fois avec le récit homérique, les estimations d'Hérodote, les vestiges découverts à Isarlik et la datation de l'incendie de la couche 7A, celle survenue le 16 avril 1178 avant Jésus-Christ. Toutes les estimations concordent, et l'hypothèse d'une guerre ayant eu lieu à Isarlik autour de 1200 avant Jésus-Christ devient de plus en plus plausible.
Mais les couches archéologiques de cette période ne correspondent pas à celles fouillées par Schliemann. Plus d'un millénaire les sépare. Le fabuleux trésor découvert par l'archéologue allemand ne peut donc pas être celui du roi Priam, comme il l'avait affirmé. Mais y a-t-il dans les couches 6 et 7 d'autres indices qui pourraient confirmer la réalité de la guerre de Troie ? « 1200 ans avant Jésus-Christ. Historiquement, c'est dans cette partie orientale de la Méditerranée la fin de l'âge du bronze. Une période caractérisée par le développement de la métallurgie. On maîtrise la fonte des métaux tendres et on en tire les premiers alliages, comme le bronze qui donne son nom à la période. Or, de nombreux objets de bronze ont été découverts au fil du temps sur le chantier des fouilles. Il faut qu'on prenne ceux qui sont les plus oxydés. On va prendre celui-là, qui est bien attaqué par la corrosion. Et celui-là aussi. Ok, merci. Nurver Ferendeci et Betül Özmen sont conservatrices au musée de Troyes. Elles veillent sur les collections comme des médecins sur leurs patients. Après avoir nettoyé, il va falloir que l'on applique une patine artificielle. Régulièrement, elles les sortent de leur vitrine pour les examiner et soigner les inévitables outrages laissés par le temps. Tu peux le tenir sans bouger? Je vais le prendre en photo. Il y a des traces de corrosion active. Ouais, on voit bien des petites traces de fractures sur la surface. Je prends la photo. Salut Betül. Salut, bienvenue. Merci. Hazal Firat, elle, est archéologue. Elle vient confirmer aux conservatrices l'exactitude des informations contenues dans le catalogue des collections du musée. L'objet que tu as là, c'est probablement un burin. C'est du bronze, donc un alliage de cuivre et d'étain. En général, cette partie était insérée dans un manche en bois et on s'en servait pour graver ou ciseler de la pierre. Parmi les objets de bronze retrouvés à Hisarlik, il y a essentiellement des outils, des objets usuels de la vie quotidienne. Mais étrangement, il n'y a que très peu d'armes. Comment l'expliquer si une guerre s'est effectivement déroulée ici à l'âge du bronze ? Si on résume ce qu'on a trouvé comme vestiges possibles de la guerre de Troie, qu'est-ce qu'on a? Quelques squelettes, quelques pointes de flèches, pas beaucoup plus. Mais il faut toujours se rappeler qu'on ne retrouve jamais grand-chose lorsqu'on fouille un champ de bataille antique. Cela s'explique parce que les armes en métal avaient une grande valeur et que les vainqueurs les récupéraient toujours. Cette pointe de flèche courbée, par exemple, a probablement raté sa cible et heurté un mur. Il y en avait sans doute des centaines d'autres comme ça, mais comme le métal était rare et précieux, même ces flèches abîmées étaient récupérées. Mais alors, si les rares armes de bronze découvertes sur le site ne permettent pas de prouver qu'un conflit majeur s'est bien déroulé ici, quels autres indices permettraient aux archéologues de confirmer leurs hypothèses ? Pour le savoir, il faut retourner à la seule source antique disponible sur la guerre de Troie, le récit de l'Iliade. Selon Homère, les Grecs restent 10 ans au pied des murailles sans parvenir à pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. Des murailles colossales, flanquées de tours énormes, que les assaillants ne pourront franchir que grâce à la ruse d'Ulysse. Les nombreux combats qu'il décrit se déroulent tous sous ces murailles entre la mer et la ville. Une ville littéralement imprenable. Y a-t-il à Hisarlik des vestiges architecturaux correspondant à cette description homérique ? Nous sommes actuellement sur le bastion nord-est, et ce mur de l'âge du bronze tardif est l'un des plus impressionnants.
Dans l'Iliade, Homère précise un certain nombre de détails intéressants. Il parle par exemple d'une cité aux belles tours et aux hautes murailles, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on voit ici. Une architecture impressionnante, composée d'énormes blocs de pierre taillés. C'est ce qu'on appelle l'architecture cyclopéenne. À cette époque, on taillait les pierres dans le calcaire pour construire ce genre de mur. Mais c'est une époque où il n'y avait pas assez d'outils en fer. Ces blocs ont donc été taillés avec des outils archaïques, ceux de l'âge du bronze. Le problème, c'est que cette architecture cyclopéenne a été utilisée de la fin de la préhistoire à la fin de l'âge du bronze, soit sur une période de près de 2 millénaires. Et qu'il est très difficile pour un œil non averti de distinguer les différentes époques de construction que recouvre cette très longue période. Lorsque Heinrich Schliemann entreprend de fouiller la colline d'Isarlik, il n'en est pas conscient. Et il cherche tout simplement les vestiges de murailles les plus impressionnants possibles. Il n'avait que 2 références, les textes classiques et sa propre imagination. Et il les interprétait d'une façon très particulière, qui lui permettait de relier le mythe de l'ancienne Troie aux vestiges du site. Et de ce fait, il a mis à l'écart les couches qui, précisément, dataient de l'époque homérique. Il y a une légende noire de Schliemann, qui fait de Schliemann un chasseur de trésors, quelqu'un qui détruit un site entier pour chercher quelques bijoux. Mais quand Schliemann arrive à Troie, personne ne sait ce que c'est que faire de l'archéologie stratigraphique. Donc lui reprocher de ne pas le faire, c'est prendre les choses à l'envers. Mais au-delà des destructions engendrées par les fouilles de Schliemann, et malgré la rigueur de ses successeurs, un problème se pose aux archéologues lorsqu'ils observent la cité troyenne dans sa globalité pour en reconstituer cette biographie de 4500 ans. Un problème de taille. La citadelle d'Isarlik est bien trop petite pour correspondre à la Troie d'Homère. Ce qu'Homère décrit, c'est une cité de plusieurs milliers d'habitants. Or, la citadelle n'aurait pu en accueillir que quelques centaines au vu de ses dimensions. Une seule explication. La ville antique devait s'étendre bien au-delà de cette seule citadelle. Et ses vestiges sont encore enfouis dans le sol. La citadelle de Troie, du point de vue archéologique, est très petite. Et il y a toujours eu cette supposition qu'il devait y avoir une ville basse. Même Schliemann y a pensé. Mais Schliemann n'a jamais trouvé de preuve de l'existence de cette ville basse. Et cette question a été résolue par les fouilles de Manfred Korfmann. Manfred Korfmann, c'est avec Heinrich Schliemann, l'autre grand découvreur de Troie. En 1988, il prend la direction des fouilles menées à Isarlik. Ce pragmatique a lui aussi l'intuition que les ruines exhumées à Isarlik ne représentent qu'une partie de la cité antique d'Ilium. Pour confirmer cette intuition, il lance la plus formidable campagne de fouilles jamais organisée sur le site. Durant une quinzaine d'années, 370 archéologues vont travailler sous sa direction. Parmi ces archéologues, Rustem Aslan, Rayan Körpe, mais aussi les professeurs Ernst Pernica et Brian Rose. Nous avons été les premiers à ébaucher une cartographie de cette étendue grâce à la résonance magnétique, à la télédétection que nous avons effectuée à travers toute cette zone. Et pour la première fois, nous avons pu avoir une idée précise de ce qu'était cette ville basse. À la fin des années 90, une révolution technologique fait son apparition sur les chantiers de fouilles. L'imagerie par résonance magnétique, développée à l'origine pour des applications médicales. Manfred Korfmann saisit l'opportunité et passe au crible la plaine qui s'étend au sud de la colline d'Isarlik. Le résultat est sans appel. Il y a bien une ville basse au pied de la citadelle de Troie, une ville qui pourrait être 10 fois plus vaste que la seule citadelle et correspondre aux dimensions décrites par Homère.
Troie est 13 fois plus grande qu'on ne l'avait imaginé. Donc on peut estimer à peu près combien d'habitants il y avait. Disons entre 5 et 10 000. Au milieu des années 2000, les équipes de Manfred Korfmann auront mis au jour près de 14 000 mètres carrés de vestiges supplémentaires à Isarlik. Et pourtant, ces vestiges ne représenteraient que 2% de la ville basse de Troie. Malheureusement, Manfred Korfmann décède prématurément en 2005, sans avoir pu aller au bout de ses recherches sur le terrain. Ceci est la carte réalisée en 1994 par nos collègues allemands de l'université de Tübingen, au cours des fouilles de Korfmann. Vous pouvez voir sur la carte du 19e siècle que cette zone particulière n'avait pas été fouillée. Et il a fallu plusieurs années de mesures pour la cartographier. Plusieurs années d'un travail de fourmi pour établir cette seule portion de carte en 2 dimensions. Mais un travail qui aujourd'hui est rendu obsolète par les dernières avancées de la technologie. En 2019, Gert Jan et son équipe ont entrepris de cartographier à nouveau le site de Troie. Mais cette fois, ils ont utilisé un drone et bouclé leurs travaux en moins d'une journée. Ce qui rend possible cette performance, c'est la technique de la photogrammétrie. Ça, c'est le drone que l'on a utilisé à Troie. Il est équipé d'un double support, ce qui veut dire que l'on peut embarquer 2 caméras en vol, si nécessaire. Au sein de l'équipe hollandaise, à l'université d'Amsterdam, c'est Jytte Wagen qui en est le spécialiste. Ok, donc voici le résultat typique d'une cartographie photogrammétrique par drone. Pour l'obtenir, vous volez au-dessus de la zone que vous voulez capturer, en suivant un parcours qui suit une grille, et à intervalles réguliers, vous prenez une photo. En quelques dizaines de minutes, le drone accumule ainsi plusieurs centaines de photos en haute définition de petites portions du site. Le logiciel photogrammétrique analyse ensuite ces images et est capable de reconnaître un même élément présent sur plusieurs photos. Par exemple, là, j'ai un angle de mur. Et cet angle est aussi sur cette photo et aussi sur celle-ci. Et grâce à un procédé de triangulation, je simplifie un peu, le logiciel peut déterminer la position de cet angle par rapport aux autres éléments avec un très haut degré de précision. Et en se basant uniquement sur ces images, vous pouvez créer une modélisation 3D à partir de toutes ces photographies. Le résultat, une représentation en volume que les archéologues peuvent manipuler sous tous les angles pour observer le site avec une acuité presque équivalente à celle d'une observation de terrain. Ici, vous avez la citadelle, et donc la ville basse est par là. Vous avez la tranchée de Schliemann par ici. Il faut imaginer que les cartes de Troie ont été établies à partir de presque 150 ans de mesures, avec différentes techniques, des plus anciennes aux plus récentes. Et aujourd'hui, vous faites voler un drone 2 heures au-dessus du site, et vous pouvez tout avoir en 3D. Grâce à ces outils, l'archéologue peut d'un simple mouvement de souris passer de l'observation d'un détail architectural à une vue globale du site que même les prises de vue aériennes ne permettraient pas. Et plus il observe ces vestiges, et plus les similitudes avec la cité décrite par Homère sont troublantes. Mais une question demeure. Comment, reclus dans leur cité, les Troyens auraient-ils pu résister aux 10 années de siège décrites par Homère ? L'histoire militaire le démontre.
Lors d'un siège, les assiégés ont un avantage stratégique sur les assiégeants. Ils peuvent tenir indéfiniment à 2 conditions, avoir un accès à l'eau et disposer de réserves de nourriture suffisantes. Or, à Troie, l'eau n'était pas un problème. Lors des fouilles de Manfred Korfmann, au début des années 2000, un réseau de tunnels se prolongeant sous la ville basse a été découvert. Egin Koumali était un des terrassiers de l'équipe qui les a dégagés. Avant, à l'époque de notre enfance, il y avait de la terre jusque-là. Plus tard, en 2000, j'ai été embauché. Et en 2001, on a nettoyé le tunnel numéro 3 avec 6 collègues. Ça a duré 12 jours. Au fil des siècles, ces tunnels s'étaient partiellement effondrés et la terre les avait comblés. Lorsque Egin et ses collègues commencent à les dégager, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver. C'était dur. On a commencé à entrer dedans, mais on ne savait pas jusqu'où ça allait. J'étais avec un collègue du village, ils nous ont attachés l'un à l'autre avec une corde. On avait une combinaison, une tige de fer à la main et on avançait en sondant le sol pour savoir si c'était profond ou pas. Très vite, les archéologues se rendent compte que ces tunnels n'ont rien de naturel. Ils ont été creusés par la main de l'homme. À l'intérieur, le tunnel fait la taille d'un homme en hauteur. Et parfois, on est obligé de passer de profil. Et les traces visibles sur certaines parois démontrent qu'ils ont été creusés avec des outils de pierre. Ce qui signifie que ces tunnels datent du tout début de l'âge de bronze, presque de la préhistoire. Pourquoi avoir accompli une tâche aussi colossale qui a dû prendre des dizaines d'années? En tout, ce sont probablement plusieurs centaines de mètres d'excavation qui parcourent le sous-sol de la cité. Au sol, sous ces pierres plates, de l'eau. Ces tunnels ont été creusés pour capter l'eau de sources souterraines et la stocker dans des puits. Ici, il y a un canal qui transporte l'eau venue du puits numéro 4. C'était un des bras d'eau de ces grottes souterraines. Il servait notamment à alimenter un lavoir et un élevage de poissons. À l'origine, ce devait être un simple filet d'eau s'écoulant dans une anfractuosité rocheuse. Au fil des siècles, les habitants ont creusé la roche toujours plus loin pour remonter jusqu'à la source, dégageant un flux de plus en plus important. À la fin de l'âge du bronze, il devait suffire à assurer l'approvisionnement de la ville. Les Troyens étaient donc à l'abri du manque d'eau. Et ils élevaient des poissons. Mais comment auraient-ils disposé d'assez de nourriture pour tenir 10 ans? Une partie de la réponse à cette question se trouve ici, à l'ouest de la citadelle, dans la portion de la ville basse fouillée par Manfred Korfmann. Des fouilles qui ont révélé les fondations d'une grande bâtisse, construite dans les dernières années précédant la période probable de la guerre de Troie. Cette bâtisse, construite en briques et surmontée selon les reconstitutions des archéologues d'une grande terrasse, ne ressemble pas à une habitation. Ses dimensions sont trop importantes et indiquent plutôt un bâtiment collectif. Mais à quoi pouvait servir ce bâtiment? Nous savons qu'ici, à cet endroit, dans cette maison à terrasse de 2 ou 3 étages, et partout aux alentours, se trouvaient des piteuils fermés par des pierres. D'ailleurs, regardez, on en trouve encore sur le site, un peu partout. Comme celui-ci.
Les pitoïs, ce sont ces grandes amphores de terre cuite pouvant mesurer plus d'1,50 m de hauteur. Enterrées jusqu'au goulot et fermées par des pierres, elles servaient à conserver des denrées à l'abri de la lumière et de la chaleur. C'était en quelque sorte les réfrigérateurs de l'âge du bronze. Il est vide. Ces pitoïs leur servaient très probablement à entreposer de l'eau ou de la nourriture. Le pitos, c'est un objet très important qui permet de stocker efficacement de la nourriture. On l'utilise encore dans certains coins de l'Anatolie. Cette maison des terrasses était selon toute logique un entrepôt, une réserve de vivres mise à l'abri à l'intérieur de la cité. Les Troyens avaient deviné qu'un grand assaut se préparait contre eux. Et pour y faire face, ils avaient modifié l'architecture de la ville, de la citadelle, et avaient construit des entrepôts de vivres pour pouvoir tenir face à un long siège. Combien d'autres maisons des terrasses restent encore à découvrir dans la cité? Personne ne peut le dire. Mais il est certain que celle-ci n'est pas la seule, et que les Troyens disposaient de très importantes réserves de nourriture, protégées par les défenses de la ville basse. Mais comment cette ville basse était-elle défendue? Nous sommes ici devant la porte ouest de la citadelle, qui est citée dans plusieurs épisodes de l'Iliade. L'Iliade raconte notamment qu'Achille est venu à 3 reprises à cet endroit pour affronter des combattants troyens. Cette porte ouest de la citadelle est aujourd'hui murée. Une modification qui daterait de l'époque probable de la guerre de Troie, vers 1200 avant Jésus-Christ. On a constaté que plusieurs portes, plusieurs bastions avaient été modifiés à cette époque autour de la citadelle, ce qui suggère que les Troyens s'attendaient à une attaque. Ils voulaient certainement mieux protéger la ville. Cette porte ouest, en particulier, a été entièrement fermée. Cela veut sans doute dire qu'elle était plus exposée. Les Troyens s'attendaient vraisemblablement à une attaque venant de l'ouest, c'est-à-dire à travers la ville basse. Ils avaient donc dû aussi renforcer les défenses autour de cette ville basse, où se trouvaient leurs réserves d'eau et de nourriture. Et si l'on se fie aux descriptions d'Homère, ces défenses devaient comporter une imposante muraille. Lorsque Manfred Korfmann entreprend de sonder le site par résonance magnétique, au début des années 90, c'est cette muraille qu'il espère découvrir. Korfmann a donc lancé une étude géophysique approfondie de la zone qui était censée contenir la ville basse. Et en effet, une structure a été trouvée par des méthodes géophysiques. Et le New York Times a rapporté que les murs de la ville basse avaient été trouvés. C'est un coup de tonnerre dans le monde archéologique. Ces murailles sont peut-être la preuve ultime de la réalité historique de la guerre de Troie. Mais c'est encore une fois aller un peu trop vite en besogne. En fait, avec les méthodes géophysiques, vous ne pouvez voir que la forme des structures dans le sol. Oui, mais en creusant, il s'est avéré que ce n'était pas un mur, mais un fossé. Donc un mur en négatif. Seuls quelques mètres de cette tranchée ont été mis au jour. Egin Koumali, le terrassier, a aussi travaillé sur ces excavations. C'était probablement une tranchée de défense qui avait été creusée tout le long de la ville basse.
Elle se prolongeait par là d'un côté et par là de l'autre. Et là, plus bas, c'était la mer. Cette tranchée constituait la première ligne de défense des Troyens. Une tranchée, mais pas de muraille. Contre quel type d'assaut espérait-il se protéger? Les combattants que décrit Homère sont typiques de l'âge du bronze tardif. Ils sont équipés d'épées et de javelots de bronze, d'arcs et de flèches, de boucliers de cuir. Mais un autre élément est omniprésent. Le char de guerre, tiré par des chevaux, apanage de tous les héros cités dans l'épopée. Comme au livre 5 de l'Iliade, lorsque le Troyen aîné affronte le Grec Diomède, les deux héros fonçant l'un vers l'autre, juchés sur leur char. Ou lorsqu'Achille, ayant vaincu et tué Hector, traîne son corps autour des murs de la ville accroché à un char. La tranchée de la ville basse pourrait-elle avoir été conçue pour arrêter ces chars? Le fossé mesure environ 2 mètres de profondeur, creusé dans la roche, d'accord? Et vous devez prendre en compte le fait qu'il s'est comblé sur au moins un demi-mètre, peut-être 1 mètre. Ce qui donnerait un fossé de 3 mètres de profondeur, 4 mètres de large. Et derrière cela, une butte. Et cette butte est peut-être couverte de buissons épineux, et ainsi de suite. C'est donc un système de défense très efficace. Un système de défense particulièrement efficace contre les chars des éventuels assaillants, qui doit logiquement dessiner les contours de la cité. Son tracé complet reste encore à déterminer. Mais en extrapolant, on peut imaginer à quoi ressemblait la ville qu'ont contemplée les Grecs en débarquant de leurs bateaux. D'abord, la tranchée. Et derrière elle, la butte, couverte de buissons épineux. Et peut-être surmontée d'un rempart de bois hérissé de pieux. Derrière, la ville basse, avec ses habitations serrées, ses entrepôts et ses puits. Enfin, dominant le tout, la citadelle avec ses tours et ses remparts cyclopéens, dernière ligne de défense des rois de Troie. Une cité en apparence imprenable. Et pourtant, malgré ses défenses, ses réserves de nourriture et d'eau, Troie, selon le mythe, a fini par tomber en quelques heures. Quelle trace cette défaite fulgurante aurait-elle pu laisser à Issarlik? Des traces d'incendie découvertes par Carl Blegen dans les années 30, quelques pointes de flèches et de très rares squelettes sans sépulture. Les indices dont disposent les archéologues demeurent rares. Une découverte pourtant vient confirmer le récit d'Homère et suggère que les assaillants ont pris la ville par surprise sans que ses défenseurs n'aient le temps de réagir. Un élément presque anodin que les archéologues ont bien failli rater. C'était quelque part par là, je crois. C'était des pierres qui faisaient à peu près cette taille, mais qui étaient d'un autre type. Elles étaient beaucoup plus dures. Des pierres de fronde, découvertes par Reian Korpe dans la ville basse, au pied de la citadelle. C'était en 1995, pendant les fouilles. Les ouvriers n'avaient pas compris ce qu'étaient ces pierres. Ils les avaient prises pour des pierres ordinaires et ils les enlevaient à la va-vite. Ce que n'avaient pas remarqué ces ouvriers, c'est qu'elles étaient disposées en un petit tas, dans un recoin de mur, comme si le frondeur s'était posté là pour attendre des ennemis. Et ce frondeur, qui se trouvait précisément là, a dû essayer de les ralentir avec son arme. Je pense qu'il n'y est pas parvenu, puisque nous avons retrouvé ces munitions abandonnées ici. Donc, je pense qu'il a dû être tué, ou alors qu'il s'est enfui. Pour Reian, ces quelques pierres suggèrent que les Troyens, submergés par leurs assaillants, n'ont pas pu organiser leur repli.
Ils ont abandonné leur position en laissant sur place armes, bagages et blessés, ce qui laisse supposer que la citadelle n'a pas pu résister très longtemps à l'assaut. Mais comment les Grecs auraient-ils réussi à percer les défenses de la ville qui avaient si bien protégé les Troyens 10 années durant, selon Homère ? L'Iliade ne révèle rien sur la fin de la guerre. C'est dans l'Odyssée qu'Homère fait raconter à Ulysse la ruse qui lui a permis de faire entrer les Grecs dans la cité et de la mettre à sac. Un immense cheval de bois, à l'intérieur duquel se cachait un grand nombre de guerriers, que les Troyens ont eux-mêmes fait entrer dans la ville, pensant qu'il s'agissait d'une offrande à la déesse Athéna. Une histoire qu'aucun archéologue n'a jamais tenue pour véridique. Mais le mythe pourrait-il malgré tout reposer sur une réalité historique ? Sur cette question, archéologues et historiens sont divisés. Beaucoup pensent que cet invraisemblable cheval de bois n'est qu'une pure invention poétique d'Homère. Mais une autre hypothèse est envisagée par certains. Le cheval de Troie pourrait avoir été inspiré par une machine de siège. L'Iliade n'évoque pas ce genre de machine. Mais elles existaient déjà dès la très haute Antiquité. Des représentations en ont été découvertes sur des bas-reliefs assyriens. Et leur forme pourrait, avec un peu d'imagination, rappeler celle d'un cheval. Il s'agit de sortes de béliers montés sur roues, probablement capables de venir à bout d'une muraille, de la percer, permettant aux assiégeants de pénétrer à l'intérieur d'une place forte. Rayan Korpe n'y croit pas. Lui préfère une autre explication, plus proche du récit de l'Iliade. Certains historiens, ainsi que certains archéologues, pensent que la ville n'a pas été prise par les Achéens à la force des armes, à l'issue d'un long siège. Ils pensent que c'est un tremblement de terre qui, en abattant les murs de la ville, la leur aurait livrée. Et dans l'Antiquité, on pensait que c'était Poséidon, dieu de la mer, qui déclenchait les tremblements de terre. Le cheval est le symbole du dieu Poséidon. Et donc, après s'être emparés de la ville, les Achéens auraient construit ce cheval de bois pour rendre hommage à Poséidon. Autant d'hypothèses que l'archéologie reste impuissante à confirmer, faute de vestiges ou de témoignages écrits directs. Le cheval de bois imaginé par Ulysse reste une figure mythique, une vision poétique de la chute de Troie. C'est pas parce que c'est du mythe que ça ne correspond pas à une réalité. Et le mythe atteste le fait que c'est important. Et donc la guerre de Troie, c'est pas que des constructions imaginaires. Donc, il y a beaucoup d'imaginaire, mais l'imaginaire permet de rendre compte d'un événement. Et moi, je serais assez pour penser qu'effectivement, on va trouver... Il y a eu un événement qui a été considéré comme traumatisant. Quand je pense à la période où la guerre de Troie aurait eu lieu, c'est-à-dire à la fin de l'âge du bronze, au début du XIIe siècle avant notre ère, je pense à une époque où il y a eu une série de guerres entre les Mycéniens et les Hittites. L'Empire hittite, c'est à la fin de l'âge du bronze la grande puissance de cette région de l'Est méditerranéen. Une puissance que redoutent même les pharaons d'Égypte. Originaires de l'Anatolie centrale, les Hittites dominent le long de la mer Égée une ribambelle de cités-royaumes par le biais de traités commerciaux et militaires. Troie aurait-elle pu être une de ces cités-royaumes? Lors de ses fouilles dans la ville basse, Manfred Kaufmann exhume une pièce unique. La seule trace écrite datant de cette période découverte à Isarlik. Un sceau de bronze, portant le nom de son propriétaire gravé en langue hittite. Mais est-ce une preuve suffisante pour faire de Troie une ville hittite? Ça a longtemps été un débat qu'il n'y ait pas de texte écrit.
On nous disait, ça ne peut pas être Troie parce qu'on n'a découvert aucune preuve écrite. Eh bien voilà, ça c'est une preuve écrite. Cette tablette, découverte en Anatolie centrale, date de 1280 avant notre ère. Il s'agit d'un traité d'alliance entre le roi hittite Muwatalli et le roi de la cité de Wiluza, appelé Alexandou. Alexandou, un nom à consonance grecque qui ressemble étrangement à Alexandros. Or, Homère dans l'Iliade précise que Paris, prince troyen, est aussi appelé Alexandros. Et le nom même de la cité, Wiluza, est probablement dérivé du grec Wilios, version archaïque d'Ilios, qui allait donner Ilion, Troie. Mieux encore, le traité mentionne précisément des tunnels creusés sous la cité de Wiluza où coule de l'eau. Et les tunnels découverts à Isarlik sont les seuls connus dans cette région. La Wiluza décrite dans le texte hittite est donc bien la Troie des Grecs, une cité prise en étau entre deux empires en guerre. Il y a donc probablement eu beaucoup de batailles qui, au cours de plusieurs centaines d'années, se sont cristallisées en une seule bataille, impliquant seulement deux adversaires et se déroulant à Troie. Cela semblait plus crédible, étant donné les impressionnantes fortifications en ruine que l'on pouvait encore voir lorsque l'Iliade a été écrite pour la première fois. Ce que démontrent les travaux des archéologues, c'est que la cité de Troie est effectivement tombée au XIIe siècle avant Jésus-Christ et qu'elle a connu une période d'abandon avant de renaître. Nous avons la preuve qu'après le XIIe siècle, Troie a connu un déclin. Il y a une période qui couvre 150 à 200 ans pour laquelle nous n'avons trouvé aucune nouvelle construction. Mais si la ville a bel et bien été abandonnée après sa chute, que sont devenus les Troyens? Car quelles que soient les violences subies par la cité, il est difficile d'imaginer que la totalité de ses 10 000 occupants ait tous péri. Une partie non négligeable des habitants a certainement pu échapper au massacre, une hypothèse que viennent confirmer certains récits antiques. C'est le poète romain Virgile qui, dans l'Énéide, donne la description la plus complète du sac de Troie par les Grecs. Il décrit une bataille furieuse à l'intérieur des murs de la ville, dans laquelle les Grecs ont réussi à entrer par ruse, et un incendie qui ne laisse que des ruines et des cendres. Mais Virgile raconte aussi comment le prince aîné parvient à fuir de Troie en flammes, en emmenant son père Anchise sur son dos. Après bien des péripéties à travers la Méditerranée, il débarque enfin en Italie et s'y installe. Parmi sa descendance, deux frères, Romulus et Rémus, qui allaient fonder Rome. Nous avons découvert ici des inscriptions qui font référence aux empereurs romains et qui disent « Les empereurs de Rome sont du même sang que nous ». Les empereurs romains faisaient remonter leur lignée à Énée, le héros troyen qui s'était échappé de la cité en flammes avant sa destruction et avait traversé la Méditerranée jusqu'en Italie centrale, où il était considéré comme l'ancêtre fondateur du peuple romain. D'autres textes antiques évoquent d'autres survivants troyens qui eux aussi auraient connu l'exil et fondé une cité, la cité de Ténéa. Le géographe Pausanias, au cours de la visite qu'il fait de cette cité au IIe siècle après Jésus-Christ, décrit précisément les lieux et rapporte que les habitants de Ténéa affirment descendre directement des prisonniers ramenés en captivité par le roi de Mycène, Agamemnon, après le siège de Troie. Après quelques années, une fois les rancœurs et les esprits apaisés, ces prisonniers troyens auraient demandé à Agamemnon de leur rendre la liberté. Magnanime, le roi de Mycène aurait accepté et les aurait même autorisés à fonder leur propre ville, Ténéa. Une cité dont on a ignoré l'emplacement des siècles durant et que des générations d'historiens ont considérée comme purement légendaire.
Pourtant, dans son texte, Pausanias donne des indications topographiques précises sur la cité des derniers Troyens. Il dit ainsi qu'une des portes de Corinthe s'ouvre au sud sur la route qui mène à Mycène, et que sur cette route se dresse Ténéa. Seuls quelques tronçons de cette route antique qui reliait Corinthe à Mycène sont encore visibles. Mais en 2018, une équipe d'archéologues grecs met au jour une autre portion de cette route, à un endroit qui correspond très exactement aux indications de Pausanias. 60 stades, soit 15 de nos kilomètres au sud de Corinthe et 20 kilomètres au nord de Mycène. Celle qui a fait cette découverte majeure, c'est elle, Elena Korka. Nous avons fouillé sur 2 mètres de profondeur. Et les éléments les plus anciens que nous avons trouvés ici sont pré-mycéniens. Cette route a donc été utilisée depuis la préhistoire jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Et elle a tout au long des siècles consciencieusement été entretenue et réparée. Cela montre que ce devait être une voie très importante. Tout autour de cette portion de route se cachent les vestiges d'une ville antique, Ténéa, la ville des derniers Troyens. Les fouilles n'en sont qu'à leur début. Pour l'instant, tous les bâtiments exhumés ici datent de l'époque romaine. Lorsqu'elles débarquent ici, en moins 146 avant notre ère, les légions romaines réduisent Corinthe en cendres et ravagent toute la région. Mais étrangement, Ténéa semble avoir été épargnée par ces envahisseurs impitoyables. Les Romains étaient venus ici en amis, comme des frères et des sœurs, parce qu'ils se considéraient eux aussi comme des Troyens. Ils ont donc détruit Corinthe, mais ils se sont alliés aux Ténéens, leur ont offert de l'argent, les ont soutenus. Les Romains se sont en quelque sorte sentis chez eux à Ténéa. Et c'est ainsi que Ténéa a vraiment prospéré. Pour les Romains, les habitants de Ténéa ne sont donc pas tout à fait des Grecs, mais des parents éloignés avec qui ils ont en partage une mythique origine troyenne. Ce que confirment les découvertes des archéologues. La plus significative, c'est peut-être celle-ci. Une lampe à huile romaine, dont le motif représente Énée fuyant Troie. C'est très important, et même symbolique en quelque sorte, de retrouver ce genre de représentation à Ténéa. On pourrait même dire, d'une façon presque indirecte, qu'elle symbolise sa connexion avec Troie. Cela montre que les habitants de Ténéa n'oubliaient pas leurs origines. Des origines qui plongent dans un passé bien plus ancien que les ruines mises au jour par Elena Korka et son équipe. Ce que prouvent certaines de leurs découvertes. Comme les pièces de monnaie. Ok. Fais-moi voir cette pièce corinthienne. Des centaines ont déjà été trouvées à Ténéa. Au sein de l'équipe d'Elena, c'est Kostas Lagos, l'expert en numismatique. Est-ce que tu distingues le Pégase? Ouais, c'est incroyable. On a un Pégase qui vole sur la droite et au-dessous, on a la lettre Q. Donc cela remonte à une époque où l'alphabet grec avait encore une lettre Q, la lettre appelée Kopa. Ici, elle signifie Corinthe. Donc c'est le début de la période classique. Ce qu'on a là, je dirais, date probablement du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. On a l'appareil photo? Autre indice, plus ancien encore, et beaucoup plus spectaculaire. Ce bloc de pierre taillée, que les archéologues viennent d'exhumer dans un pan de mur construit par les Romains. C'est le moment de la révélation. Donc, à l'évidence, ça vient d'une structure monumentale, parce que c'est un gros bloc. Un gros bloc qui provient manifestement d'un bâtiment beaucoup plus ancien que les Romains ont réutilisé pour construire leur propre bâtiment.
une pratique courante dans l'Antiquité. Des ruines romaines qui, comme sur la colline d'Issarlik, cachent très certainement une autre cité archaïque. Une cité dont les vestiges sont enfouis à quelques mètres sous la surface. Ce qui intéresse particulièrement Elena, c'est cette inscription gravée sur une des faces de ce bloc. Une inscription qui utilise une version très particulière de l'alphabet grec. Jusqu'à présent, on a déchiffré ça. La lettre Xa, la lettre To, et cet espace pourrait être la lettre Rho. Mais en grec ancien, ça n'a pas de sens. Là, c'est la lettre Tan. Mais si c'est en dialecte dorien, alors c'est un Tin. Ce dialecte dorien, c'est un dialecte archaïque qui était utilisé dans cette région entre 900 et 600 avant Jésus-Christ, la période à laquelle aurait vécu Homère. Allez, levez plus haut, plus haut. Aucun des objets déjà découverts à Ténéa, pourtant, n'est assez ancien pour confirmer que la ville a bien été fondée à l'époque de la guerre de Troie, aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. Mais il reste encore aux archéologues des années de travail pour percer tous les secrets de Ténéa. Ce qu'Helena cherche désormais, c'est une nécropole, un cimetière, avec l'espoir d'y trouver des tombes de l'époque mycénienne et la preuve ultime du lien qui relie Ténéa à Troie. Nous savons de façon certaine qu'il y a de nombreuses tombes mycéniennes qui sont continuellement pillées dans la région de Ténéa. Mais notre but n'est pas de faire comme les pilleurs et d'ouvrir les tombes, mais bien de comprendre ce qu'était cette cité. Cette nécropole, qui recèle probablement les réponses à toutes les questions des archéologues, reste encore à découvrir. Tout comme elle reste à découvrir à Issarlik. Ce que nous aimerions découvrir, c'est un cimetière datant de cette période de conflit armé, c'est-à-dire du début du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous n'avons jamais mis la main dessus. Malgré toutes les mesures de télédétection que nous avons faites, il reste introuvable. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Le cimetière des guerriers est là quelque part, mais ce sont les archéologues du futur qui le trouveront. Rustem Aslan a lui aussi obstinément cherché ce cimetière où reposent peut-être les guerriers homériques. En vain. Et il préfère désormais, lui aussi, faire confiance aux archéologues du futur pour résoudre l'énigme troyenne. À Troie, il y a 2 buttes qui n'ont pas encore été fouillées, que je laisse aux générations futures. Je vais essayer de faire en sorte que personne ne les fouille pendant les 20 prochaines années. Dans 20 ans, il y aura d'autres savoirs, d'autres technologies. Et je suis sûr qu'il reste des découvertes très importantes à faire. Depuis 150 ans, des 2 côtés de la mer Égée, les archéologues accumulent les indices qui confirment que le récit de l'Iliade évoque bien des faits historiques. Mais si peu à peu se dessine ce qui, dans le récit d'Homère, relève de l'histoire, et ce qui n'est que le fruit de l'imagination du génial poète, la guerre de Troie conserve sa part de mystère. Une guerre vieille de 32 siècles, qui a été la matrice dans laquelle l'archéologie moderne s'est construite, jusqu'à devenir une discipline scientifique à part entière. Et quelles que soient les découvertes à venir, les exploits d'Achille, d'Hector, d'Agamemnon et d'Ulysse continueront longtemps encore à nous fasciner.